Nous ouvrons le bal par une présentation sur un voyage qui est dans un monde paradoxal. Donc c'est les plages de Pamplonne, donc juste à côté de Saint-Tropez. Donc la problématique, c'est que c'est situé sur la commune de Ramatuelle, et Ramatuelle décrit cet espace comme un espace naturel remarquable et touristique. Donc on a 4,5 km de linéaire de plage, et on a une cohabitation de nombreuses activités diverses, donc des activités balnéaires, jet ski, activités de plage, etc., nautique, de la restauration, de l'hébergement et des établissements musicaux. Alors dans ces établissements musicaux, il y a quelques ambiances un peu particulières, très festives, avec tous les jours des établissements de plage qui se transforment en boîte de nuit. Il y a un gros paradigme qui est l'établissement qui fait le plus de bruit va ramener le plus de monde. Voilà, un peu pour situer. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à la cohabitation entre toutes ces activités dans le domaine public. Donc il y a sur les 4,5 km de linéaire de plage, il y a 6 zones qui regroupent principalement les établissements, donc Tahiti, Tamaris, Mataran, Patch, Épi et Gros-Vala. Par exemple, sur la zone Tamaris, qui est assez évocatrice de la problématique, donc on a la route qui dessert un parking pour se garer, on a la plage, entre les deux il y a un bon nombre d'établissements, donc que ce soit de la restauration ou des établissements de bouche. On a sur la plage des activités nautiques, jet ski, pédalo par exemple, et en arrière plage on va avoir des habitations avec des super villas ainsi que des campings. Donc voilà, on a vraiment un melting pot d'activités diverses. Et les établissements musicaux peuvent faire un impact très, très large sur la zone. Donc l'objet, c'était essayer d'arriver à concilier tout le monde et tous les enjeux, et une recherche d'équilibre, donc pour permettre d'un côté l'exploitation des établissements, parce que c'est quand même un business model qui est important, mais aussi de pouvoir proposer des zones un peu plus calmes pour les personnes qui ne viennent pas sur la plage pour ça. Donc la première étape, ça a été de caractériser, de prendre connaissance un peu de l'environnement. Donc comprendre les activités, comment elles fonctionnent, caractériser les ambiances sonores de la zone. Ensuite, il a fallu aussi travailler sur les moyens autorisés. On est sur un espace particulier, donc avec un PLU qui interdit par exemple les murs anti-bruit. Donc l'idée, c'était de travailler avec la mairie sur la possibilité de le faire. Les autres... En fait, les établissements de plage ont obligation de démonter toutes les installations. Il n'y a plus de murs, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien pendant la période d'hiver. Donc ils remontent en mars et ils enlèvent en octobre. À côté de ça, il y a tout le travail donc, sur l'électroacoustique et la limitation donc, des niveaux sonores d'émission, et la surveillance et le monitoring de ceux-ci. Donc tout cela nous amène à déterminer des objectifs qui sont en adéquation donc, par rapport à tout ce qui est recherché. Par un échange avec l'ensemble des acteurs, donc il y a eu la mairie, les services de l'État, notamment la préfecture, les exploitants qui ont été intégrés dans la boucle, ainsi que leurs sonorisateurs et les confrères qui agissent sur la zone. Tout ça... L'objectif de ce travail, bon, évidemment, au niveau des zones d'émergence réglementées, la réglementation reste applicable, mais les zones de plage, les zones accessibles au public qui ne sont pas des logements ou des lieux d'hébergement, ont un vide un petit peu juridique, et le but de cette mission, c'est de pouvoir apporter une garantie de quiétude sur certaines zones en tout cas. Dans le domaine public. Dans le domaine public. Donc tout cela aboutit sur la rédaction d'un cahier des charges des études d'impact de nuisances sonores et d'un arrêté municipal, et on va rentrer cette année dans l'année test. Tout à fait. L'arrêté municipal est en train d'être a été rédigé cette semaine et est en train d'être signé. Donc on ne peut pas trop vous en parler, mais
Voilà. Et le cahier des charges, il va être annexé à l'arrêté municipal pour les établissements qui sont propriétaires de leur terrain, donc qui sont en arrière-plage, ou les établissements qui sont dans le domaine public, qui ont une délégation d'exploitation. Donc la première étape, ça a été de caractériser les ambiances sonores. Donc on a fait une campagne de mesure avec 11 points de captation sur les 6 zones donc présentées précédemment, avec des relevés de 48 à 72 heures, et on l'a réalisé en fin de période estivale. Par exemple, sur la zone qui s'appelle Gros-Valat, on a mis 2 points de mesure, donc un qui va être vraiment en cœur de plage, qui était au niveau du poste de secours, et un plutôt en arrière-plage qui était au niveau des parkings. Donc en fait, la méthodologie, c'est vraiment d'arriver à caractériser l'ambiance sonore de ces zones-là. Donc il y a 2 axes principaux. C'est déjà de prendre la période estivale, parce que par exemple, quand on fait une étude d'impact des nuisances sonores, on peut la faire en début de saison, et l'ambiance sonore en début de saison, le bruit résiduel en début de saison ne va pas forcément être le même en cours et en plein été. Donc c'est pour ça que les mesures ont été réalisées en plein été. Et le deuxième point, c'est de prendre en considération, d'exclure l'impact sonore apporté par ces établissements festifs. Donc l'idée, c'était d'arriver à trouver un créneau où on a tout cet afflux d'activités touristiques, etc., sans ces établissements-là. Donc dans le dépouillement un peu des résultats, sur chaque point de mesure, on a réussi à identifier 2 tranches horaires. Donc la première, qui est celle qui sera retenue un peu pour la caractérisation de l'ambiance sonore, c'est les niveaux entre 10h et 15h. Alors il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là avec la mairie, avec les exploitants, mais c'est ce qui a été arrêté au final. Et on a aussi la période happy hour, où les établissements festifs sont actuellement un peu sans limite, qui est entre 16h et 19h. Donc nous, on a pris, vu que ça varie un peu sur la fin de journée, on avait pris entre 16h et 18h. Ça permet aussi de voir un peu les impacts des établissements sur le domaine public. Tout l'intérêt, l'enjeu de cette action, c'est d'avoir vraiment une action collaborative entre les établissements et la mairie. C'est-à-dire que par le bruit, il y a des choses qui sont en train de se créer en termes de dialogue entre les établissements qui ont leurs contraintes, ceux qui sont sur le domaine public donnent une redevance à la mairie chaque année. Donc tout le monde a un intérêt à ce que ça marche, que économiquement ça marche. Et l'idée de pouvoir entamer des relations, des discussions, c'est relativement nouveau, et c'est l'aspect bruit qui permet de lancer ça en fait. Voilà. Et ils ont vraiment un business model où ils font vraiment des émissions élevées entre 16h et 19h. Avant, on est plus sur la tranche de repas avec de la musique d'ambiance, et on a une montée en charge progressive de l'activité musicale. Donc on voit ça aussi avec les évolutions du niveau sonore par période de 15 minutes qu'on a regardé sur l'après-midi pour aider à identifier un peu toutes ces périodes-là. Et on a décidé de raisonner donc sur un niveau global et aussi sur tout ce qui est impact basse fréquence, donc que ce soit le 63 Hz ou le 125, qui peuvent être problématiques dans des émissions musicales. Donc voilà, par exemple, un cas pratique, donc c'est un point de mesure qui est situé vraiment au milieu de la plage, donc entre Transat et les personnes qui viennent se dorloter sur la plage. On est à plus de 50 à 100 mètres des établissements, et on peut voir qu'on a des niveaux sonores donc sur cette période un peu happy hour qui peuvent monter au-delà de 90 dB sur 15 minutes à 63 Hz, et même en niveau global, on est susceptible de dépasser les 80 dB. Donc ça montre qu'on a vraiment un impact sur le domaine public qui peut vraiment rayonner sur un grand rayon. Alors, quand Romain vous dit 50 à 100 mètres, en fait, l'établissement qui crée la nuisance est à plus de 100 mètres du point de mesure. Donc ça vous donne le niveau d'émission à l'intérieur de l'établissement.
Donc on a un rayonnement, on a 15 à 30 dB d'émergence en basse fréquence si on compare par rapport à la période happy hour, par rapport à la période plus calme, et on dépasse 80 dB à certains moments. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut éviter et contrôler. Donc en règle générale, l'impact sonore environnemental, on l'évalue avec le critère d'émergence, donc qui est fonction du bruit résiduel. Toute la question qui se pose, c'est l'évaluation de ce bruit résiduel et l'utilisation de celui-ci en dehors des périodes d'activité peut être très contraignante pour les établissements et donc empêcher les établissements de pouvoir avoir ce caractère festif. Donc on a pris le parti d'essayer de travailler différemment, donc avec des valeurs seuil à déployer à une certaine distance, donc sur le niveau global, sur le 63 et le sur 125 Hz, ce qui permet de permettre aux établissements de fonctionner tout en les limitant dans leur impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer d'avoir un vrai équilibre entre les différents Ouais, après moult discussions, et justement dans l'esprit de ne pas trop pénaliser les établissements, mais tout en essayant de garantir des zones de calme relatif au niveau des plages, on est parti au final sur une valeur moyenne de l'ensemble des mesures réalisées entre 10h et 15h. Voilà, donc ce qui nous permet d'avoir d'intégrer l'activité calme des établissements, d'être pas trop pénalisé, d'aller chercher les résiduels à 9h du matin qui ne veulent plus rien dire, et donc de permettre aux établissements de pouvoir travailler par la suite dans le cadre 16h-19h, et ce cadre-là, 16h-19h, est aussi géré par l'arrêté, c'est-à-dire que avant, il faut qu'ils soient au calme et ils peuvent commencer leur activité qu'à partir de ce créneau-là, ce qui limite quand même la nuisance sur les plages. Et en dehors de ça, on demande, pendant ces créneaux-là, on demande à ce que les établissements limitent leur émission à un niveau basé sur les résiduels retenus, les moyennes de résiduels retenus, à 50 mètres des établissements. Pourquoi ? Parce que décemment, on peut pas. Quand vous avez 100 dB dans une plage où il n'y a qu'une vague palissade qui ferme, vous pouvez difficilement leur demander d'être crack derrière, à la limite de leur établissement. Donc on a mis un peu de recul. Voilà. Et sachant qu'il y a aussi du public qui vient se coller aux établissements pour pouvoir danser gratuitement. Donc il y a un gros travail de pédagogie, de sensibilisation des exploitants et de leurs partenaires. Donc il y a tout un travail sur l'électroacoustique. Donc ce qu'on recherche aussi, c'est que les établissements mettent en œuvre une garantie de moyens pour protéger l'environnement. Donc avec un travail sur tout l'électroacoustique, donc avec des systèmes directifs, notamment dans les basses fréquences, et les sensibiliser sur des émissions sonores raisonnées, adaptées à l'activité, le respect aussi du cadre réglementaire, avec que ce soit les périodes de forte émission, la sensibilisation et aussi la protection des travailleurs, qui est aussi importante. Ensuite, on a travaillé, comme évoqué un peu plus tôt, sur tout ce qui est effet de masquage et de protection, avec murs anti-bruit, la conception des bâtiments. Avec une grosse contrainte, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu type Natura 2000, c'est la loi littorale, c'est un espace naturel sauvegardé ou préservé, et donc il y a des contraintes fortes sur les constructions, notamment au niveau de la plage, avec des hauteurs limites des murs et des écrans qui ne peuvent pas dépasser 3,50 m. Donc ça aussi c'est un effet limitatif. Voilà. Donc il y a tout ça à gérer en parallèle. Et le dernier point, c'est le côté monitoring et autocontrôle des établissements. Donc cette année va être mis en place des balises sur les zones avec des retours d'alarme aux établissements pour qu'ils essayent de s'auto-réguler. Voilà, donc on espère que... Alors on rêve un peu. Ça fonctionnera. Mais on pense que... déjà, les établissements ont proposé
de rédiger entre eux une charte de bonne conduite, parce qu'ils se polluent aussi entre eux. Hein. Quand vous avez un restaurant qui est festif à côté d'un restaurant qui ne l'est pas, ben, fatalement, à un moment donné, il y a des problèmes qui se créent. Et ça, l'autorégulation, c'est la seule manière que ça puisse marcher, concrètement, parce qu'ils ont chacun leur business plan. Leur business plan, c'est on envoie la sauce pour que les gens dansent. Quand ils dansent, ils transpirent. Quand ils transpirent, ils boivent. C'est tout. Ça va pas plus loin. Et c'est 3000 balles la bouteille de rosé et 40 000 la bouteille de champagne. Avec voilà. Tout le show qui va avec. Avec tout le show qui va avec, évidemment. En général, effet pyrotechnique, etc. Donc la problématique, elle est claire. Et si les établissements ne prennent pas acte qu'ils ont un impact sur l'extérieur et qui s'autogèrent entre eux déjà, parce qu'évidemment ils sont tous à l'affût de ce qui se passe à côté. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Donc si c'est pas moi, c'est lui, ça veut dire que tout le monde s'entraîne vers le haut et ça n'en finit pas. Et donc l'idée, c'est qu'on essaie de créer un nudge, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que s'ils sont abreuvés de messages d'alerte en disant c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, pour l'instant on ne dit pas de qui ça vient, dans une prochaine étape peut-être, mais au moins ils ont l'information et c'est à eux de gérer, et s'ils n'arrivent pas à se gérer, à un moment donné la police municipale va arriver pour verbaliser. Voilà. Et je vous laisse continuer, Jean-Paul, sur la suite. Hop, il est où? C'est bon, là, je vous ai... Donc, dans les techniques de contrôle de l'impact des basses fréquences, donc ça, c'est sur un établissement dans lequel on intervient. On intervient avec un sonorisateur qui est Live Music et qui a un bureau d'études qui s'appelle Black Media, Guillaume Rosset, pour certains qui le connaissent. L'idée, c'est de mettre des basses arrays pour contrôler la direction d'émission des basses fréquences. Et donc, dans cet établissement, on a testé deux configurations. Une configuration avec 4 caissons basses disposés dans l'établissement, appareillés évidemment, et autre solution en rajoutant deux autres caissons, de manière à ce qu'on puisse émettre de manière privilégiée les basses fréquences en direction de la mer et non pas sur les plages. Alors évidemment, ça fonctionne assez bien dans les basses fréquences parce que c'est prévu pour, puis quand on monte en haute fréquence, on commence à avoir des lobes secondaires, mais qui peuvent être gérés aussi par les filtres, en orientant les diffusions entre les différents diffuseurs. Voilà. Et puis en réglant le POTA aussi, et ça c'est le but de l'étude d'impact. Voilà, donc pour conclure, on a réalisé donc une cartographie avec des zones plutôt calmes et des zones plus proches des lieux festifs et qui va être d'ambiance sonore modérée à un peu fort. C'est pour informer le public, les visiteurs, quand ils vont venir sur la plage de Pamplonne, pour vraiment choisir où ils veulent aller. Voilà, ça sera affiché. C'est mis en annexe de l'arrêté municipal, ça sera probablement affiché dans les plages. Sur les plages, voilà. On vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Alors, Jean-Paul et Romain, j'ai une première question. Est-ce que ça fait partie de les pratiques de ces moments festifs, est-ce que ça fait partie de la culture de Saint-Tropez? Est-ce que s'il n'y avait pas ces moments-là, ça serait plus Saint-Tropez, enfin quelque chose comme ça? Alors évidemment, les gens qui prétendent aller se reposer à Saint-Tropez, je pense que c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes aussi parce que la mairie récupère quand même pas mal de pépettes par rapport aux plages festives.
Les plages festives, je veux dire, c'est leur business plan, je veux dire, ordre de grandeur. C'est plusieurs millions d'euros en 2-3 mois de chiffre d'affaires. Alors, ils emploient 50 à 100 personnes, hein, ils dépensent aussi beaucoup, mais c'est vraiment, j'allais dire, un circuit économique qui est important pour la zone. Effectivement, c'est au niveau du conseil municipal, on ne trahit personne pour dire qu'il y a des pour et des contre. Il y a ceux qui veulent l'environnement à tout prix, et puis il y en a d'autres qui disent mais c'est Saint-Tropez, et si on ne fait pas la fête, c'est plus Saint-Tropez. Donc c'est tout l'enjeu et d'arriver à trouver cet équilibre qui n'est pas du tout évident. C'est la position du maire aussi qui est assez compliquée. Le maire est assez flou là-dessus, dans la gestion du dossier, c'est vrai. En fait, le dossier est porté par la responsable foncier. Je veux dire, si on laisse faire, ben, les établissements peuvent faire n'importe quoi et avoir des comportements qui sont irrespectueux. Hein, donc il y a un juste milieu à trouver. Avoir le silence sur les plages, c'est pas vrai. Et puis il y a un phénomène qu'on a constaté même cet été, là, au début d'été. Aujourd'hui, vous avez même des catamarans qui arrivent en baie avec des sonos à fond et qui jouent aussi fort que les établissements. Donc eux il n'y a pas d'étude d'impact. Hein. Donc c'est assez compliqué comme truc, mais et c'est pour ça c'est important d'avoir cette démarche de collaboration avec les établissements pour que il y ait un échange et que ce soit pas imposé, parce qu'imposé, pour vous dire, jusqu'à présent, les établissements avaient des quêteurs, c'est-à-dire que dès qu'ils voyaient la police municipale, ils avertissaient qu'il y avait les autorités qui arrivaient, pouf, tout le monde baissait. Quoi. Et puis quand ils étaient partis, les hop, on remonte. C'était à ce niveau-là. Ben, quelquefois, oui. Donc c'est à moi. Du coup, je pense aux petits poissons qui se prennent des basses fréquences dans la baie de Ramatuelle. Voilà. Mais au-delà de ça, je me pose la question de est-ce que l'arrêté municipal il est plus tolérant que l'arrêté préfectoral? C'est possible ça? Comment vous avez fait, sans dévoiler le contenu, non, bien sûr? L'arrêté municipal n'est pas plus tolérant que l'arrêté préfectoral. Il traite d'un domaine particulier qui est le domaine public sur les plages. L'arrêté préfectoral porte sur les débits de boissons avec des contraintes sur le bruit. Et ça ne se substitue pas non plus au décret au dernier décret sur les lieux diffusant des sons amplifiés, qui lui porte sur les zones d'émergence réglementées. On ne permet pas aux établissements de s'affranchir de ces cadres. C'est une contrainte supplémentaire. Oui, Jean-Paul, d'autant plus que l'arrêté préfectoral sur les débits de boissons, il va bien au-delà des filtres réglementatifs, puisque l'autorité de contrôle... Ah, tu peux prendre le micro parce qu'on t'entend pas bien. Il est en limite de propriété de l'établissement. S'il entend quelque chose, il verbalise. Ouais, mais ça c'est le dernier, mais il est en train d'être changé. Eh ben voilà, parce qu'on a poussé à la roue, Ah oui. l'ARS et autre part, en préfecture, pour que le flou se dissipe. C'est en train d'être revu. L'arrêté préfectoral est aussi en réécriture. Une dernière question et après. Ok, merci. Si j'ai bien compris, la mairie prend en charge. Présente comme ça les Guillaume Combette, HC Acoustique. Si j'ai bien compris, donc c'est comme la mairie de Marseille avec nous sur les festivals. La mairie prend en charge l'étude à 2MS avec ce que vous avez démontré, les balises, je pense, de surveillance. Mais du coup, les établissements, ils donnent quoi? Il y a une obligation pour eux. Par exemple, les shoots au niveau des systèmes de sonorisation sont faits par les établissements. Là, pour l'instant, ils donnent rien en fait. Si, il donne l'étude d'impact sur les nuisances sonores, D'accord. qui doit répondre au cahier des charges que l'on a rédigé. Et dans le cahier des charges, on demande toutes les dispositions qui sont
pris en compte, qui sont installés par l'établissement pour cadrer les basses fréquences, pour cadrer les niveaux sonores, régler les seuils et les fonctions de transfert, enfin tout ce qui est relatif à l'arrêté. Sur les établissements dont la jauge est de plus de 300 personnes, les plages festives en général le sont, on a accès, ou on aura accès aux données du limiteur, à l'enregistrement. Donc aujourd'hui, cet été, ce qui va être fait, c'est qu'on va poser des balises sur 4 secteurs, les secteurs les plus problématiques. Quand on a des dépassements, et s'il y a des dépassements systématiques, on aura l'occasion d'aller voir de récupérer les données des limiteurs pour voir qui déconne ou pas. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun qui a fait d'études jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à votre cahier des charges, enfin, personne ne l'avait jamais fait. Ouais. Le cahier des charges, il est associé à l'arrêté municipal qui était sous signature cette semaine. Donc, mais si tu veux, le travail a été fait et présenté depuis plusieurs mois déjà. Hein, c'est-à-dire que la base du cahier des charges est dans le cahier des charges, il y a aussi un volet code du travail qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Donc, merci. Voilà. Désolée, je fais le maître. Il y a eu un long moment de conciliation aussi avec les établissements qui ont fait leur retour, leur remontée par rapport à ce qui avait été présenté initialement. Et derrière, il y a eu tout un travail de réadaptation de l'ensemble, plus la validation de la mairie, du conseil municipal, des adjoints, etc. Donc ça fait que ça prend un peu de temps. Une dernière question là-bas ou... Oui, je sors un peu du sujet, mais vous aviez évoqué oui, David Loret, impulsion acoustique en Alsace. L'impact aussi, j'ai compris qu'il y avait des zones Natura 2000 autour de cette zone. Donc j'ai vu aussi que vous diffusiez les sons vers la mer. Comment la mairie a-t-elle pris en compte cet aspect de l'impact du son sur la biodiversité? Alors pour l'instant, que ce soit Saint-Tropez ou Armatuel, ils en sont encore loin. Pour vous donner une idée, depuis des décennies, je dis bien des décennies, le golfe de Saint-Tropez est confronté à la gestion des vols d'hélicoptères, avec la gestion des hélistations. Un des projets qui est projeté depuis plus de 20 ans, c'est de faire une barge dans la baie pour recevoir les hélicoptères et récupérer. Voilà. Vous voyez la densité de bateaux, là ils sont des petits bateaux. Dans la réalité, en période estivale, c'est des unités qui ont plusieurs dizaines de mètres. Plus les jet skis. Plus les jet skis, plus les hors-bord, plus donc l'impact des basses fréquences via l'interface RO. Je pense qu'il y a quand même d'autres soucis en priorité. Par contre, c'est un réel souci dès lors que des bateaux arrivent avec leur sonon et qui émettent des basses fréquences à très fort niveau. Mais la vibration dans les bateaux, vous la verrez cet après-midi. Merci. Je me permets de gérer le temps. On va clôturer là-dessus par un petit mot de notre cher Alain Delannoy, qui avait collaboré à l'élaboration d'un site qui pourrait faire référence sur ce sujet. Oui, alors je sais pas, j'imagine que tout le monde... Pardon. Présente-toi. Donc, de nouveau. Donc Alain Delannoy, donc aujourd'hui Société Linéale, acousticien au GIEC depuis 30, 25, 28, 30. Je me suis beaucoup occupé des lieux musicaux, toujours d'ailleurs, notamment en ce moment via le CNB, et co-rédacteur des 2 guides, donc le premier en 2000 avec Claude, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là, Claude Sénat, et puis aussi, il y avait qui oui, Éric Gauchet, effectivement, on était à 3 pour écrire le premier guide, et le deuxième guide qui a été pris en charge suite au nouveau texte concernant les sons amplifiés, par le CIDB. Alors je ne sais pas si on me donne la parole, mais peut-être tout le monde connaît. Donc c'est un guide qui est en ligne, qui n'a pas une méthodologie, c'est plutôt une approche, je dirais, d'information, éventuellement didactique sur ce qui est des interprétations possibles du nouveau texte.
Donc c'est sur le site, on trouve le lien sur le site du CIDB, et je crois que c'est guide-son-amplifié.bruit.fr, quelque chose comme ça. Donc dedans, n'y attendez pas des méthodologies, hein, surtout des méthodologies ultra complexes comme il vient d'être présenté. C'est plutôt, je dirais, destiné aux cas un peu plus standards. On n'y parle pas non plus vraiment des lieux ouverts, on y parle un petit peu, mais on est un peu plus peut-être détaillé sur le lieu fermé, type bar, discothèque, salle polyvalente, etc. Où on trouve des témoignages, ça part, je dirais, de la santé publique jusqu'à des témoignages d'utilisateurs, de sonorisateurs, d'agents d'administration, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être, pour nous spécialistes, bon, c'est pas très technique, mais c'est beaucoup moins technique que le premier guide qui avait été fait. Mais par contre, pour nos clients, pour nos maires, pour nos administrations, pour les faiseurs de bruit ou exploitants, ça donne quand même des outils pour essayer de comprendre. Et du coup, nous, ça nous évite aussi d'aller en frontal pour devoir expliquer les choses, des choses compliquées, des choses que tout le monde n'est pas forcément réceptif. Donc voilà, ça a été écrit un peu dans ce sens-là. Voilà, n'hésitez pas, c'est sur le site du CIDB.